Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire dédié au numérique dans le projet d'établissement. Le webinaire va débuter. Je me permets juste de vous dire que vos micros sont volontairement coupés afin de ne pas nuire au déroulement du webinaire, mais qui pourront être réouverts à la fin, puisqu'on aura un temps d'échange durant lequel vous pourrez poser directement toutes vos questions que vous pouvez également poser dans le chat au moment où elles vous viennent, et puis on les traitera le moment venu. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc moi, je suis Marie-Aline Bayon. Je suis la directrice de Solar Music Lab. Je suis également formatrice pour notre organisme et je suis avec Michel. Michel, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, Michel Gallego, je suis donc à Solar Music Lab le coordinateur pédagogique et je suis aussi formateur. Pour toutes les formations, c'est souvent avec moi qu'on traite sur le suivi administratif et une partie avec Marie-Aline et je suis aussi référent handicap et ravi d'être parmi vous. Merci Michel. Alors, un petit mot de présentation sur qui nous sommes. Donc, nous, on représente l'association Solar Music, qui est située à Saint-Étienne, dans la Loire, département Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous avons dans cette association à la fois une activité historique d'école de musique, qui existe depuis un peu plus de 50 ans, et une activité d'organisme de formation professionnelle qu'on a débuté en 2021. Le lien entre tout ça, c'est qu'on a développé un projet qui s'appelle l'école de musique connectée au sein de la partie école de musique, qu'on a développé une expertise autour de la transmission de la musique au moyen des outils numériques et qu'après la crise sanitaire, on a décidé de faire bénéficier de notre expertise aux professeurs des écoles de musique et des conservatoires partout en France, puisqu'on intervient aussi bien du côté de Paris que dans le sud ou dans notre région. On est donc un organisme de formation professionnelle certifié Calliope, ce qui est le label qualité d'État pour la formation professionnelle, et on propose des formations à la fois inter-établissements qu'on organise nous-mêmes sur différentes thématiques autour du numérique, des formations d'équipe et puis également une formation certifiante qui s'appelle Enseigner la musique avec le numérique et qui est la première et unique certification pour les professeurs de musique sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, on est réunis pour parler du numérique dans le projet d'établissement. Un petit mot de contexte, déjà pour débuter ce webinaire, il ne vous a pas échappé que le numérique est rentré dans le schéma national d'orientation pédagogique en septembre 2023 et une nouvelle version est parue en janvier dernier avec notamment des mentions qui renforcent la question numérique. Il y a dans ce chapitre 2 un paragraphe très explicite qui indique la diversification des situations pédagogiques et des méthodes didactiques permet d'entretenir la curiosité et l'appétence de l'élève pour le champ artistique dans lequel il inscrit sa pratique. En particulier, les conservatoires sont encouragés à explorer les possibilités offertes sur ce plan par les outils numériques en s'équipant et en formant les personnels concernés. Donc, c'est une manière d'engager véritablement les établissements à prendre leurs responsabilités à ce niveau-là. De façon générale, il y a une évolution autour des pratiques numériques. On est dans un environnement qui baigne beaucoup dans les usages numériques. Alors, les pratiques pédagogiques ont déjà commencé à évoluer avec toutes les expérimentations, les découvertes qui auraient pu être faites à partir de la crise sanitaire. Et puis, globalement, vous devez, dans vos établissements, voir aussi que les attentes du public évoluent. On est avec des générations d'élèves qui ont l'habitude de ces environnements, qui parfois eux-mêmes utilisent des outils dans le cadre de leur pratique musicale. On voit même des fois maintenant des élèves s'inscrire dans les structures en ayant, entre guillemets, débuté la musique par des tutoriels sur YouTube, par exemple. C'est plus tout à fait le même environnement. On ajoute à ça l'intelligence artificielle qui est au cœur de tous les débats depuis
plusieurs mois avec le développement de l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, Gemini, qui offre encore une autre expérience avec les outils numériques et d'autres possibilités qui inquiètent aussi un peu parce que c'est entre guillemets nouveau sans l'être et que ça bouscule un peu les codes. Et puis on est globalement dans un marché de l'emploi qui recherche des compétences numériques, pas que de manière générale, mais bien pour l'enseignement artistique. C'est notamment pour ça que nous, on a créé notre certification. C'est que si vous prenez les fiches de poste maintenant des enseignants, par exemple sur emploi territorial, vous verrez que 2 à 3 fiches sur 4 demandent et spécifiquement aux enseignants de posséder des compétences numériques à des niveaux divers et variés. Parfois, c'est très précis sur des logiciels en particulier. Parfois, c'est plus large, plus sur les usages, le suivi, etc. Alors quand on va sur le terrain, parce qu'on échange beaucoup avec les directions, il y a pas mal de questions qui émergent, hein, parce qu'entre le schéma, entre le contexte et la réalité, bah, il y a quand même un gap et c'est très questionnant ce sujet. Souvent, les chefs d'établissement se questionnent sur bah, comment on débute un chantier sur le numérique, par où on commence, est-ce qu'il faut acheter tout de suite du matériel, qu'est-ce qu'il faut acheter comme matériel, et comment on va faire avec notre équipe. Est-ce que ça va pas prendre trop de temps? Est-ce que ça va pas être compliqué? Ça, c'est aujourd'hui la réalité et certainement la vôtre, puisque vous êtes réunis avec nous sur ce webinaire pour chercher des réponses à vos questions. Il y a en effet 3 inquiétudes fréquentes qui reviennent. La première, c'est le budget. Comment on va faire pour s'équiper? On n'a pas de fonds, c'est compliqué, on n'a pas forcément de matériel non plus. La question de la réticence. Est-ce que l'équipe pédagogique va être ouverte sur le sujet? Comment on fait s'il y a des réticences? Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on se lance pas? Et puis le manque de temps, parce que c'est un chantier à part entière qui peut pas se traiter sur un coin de table. Voilà, il y a énormément de choses à explorer, à mettre en perspective avant de se lancer effectivement dans un chantier comme celui-ci. Alors, nous, on a envie de savoir en introduction de ce webinaire où vous en êtes, vous, effectivement, dans votre structure. On va vous proposer de répondre à un petit sondage. Alors, il faut juste que j'arrive à le relancer. Voilà. Un premier petit sondage pour savoir quelle est la réalité dans votre structure. Il doit s'afficher sur votre écran. Une petite question, donc où en est votre établissement dans l'intégration du numérique et quels sont aujourd'hui les principaux freins dans votre établissement? On vous laisse répondre, c'est très simple, pour avoir un peu une idée du panorama de nos participants aujourd'hui. N'ayez pas peur de répondre, hein, ne vous inquiétez pas, on ne partage avec personne les résultats, c'est tout à fait anonymisé. Vous avez presque tous répondu, 84%, 92%. Hop. Il reste 2 personnes qui n'ont pas répondu. Allez, ben je vais mettre fin au sondage là-dessus. On va pouvoir voir les résultats. J'ai mis partager les résultats. Donc, on a 38% d'entre vous qui n'ont pas encore engagé de démarche. Donc, j'imagine que vous cherchez des réponses aujourd'hui sur comment vous y prendre. 38%, c'est un peu plus du tiers de nos participants. Des initiatives existent, mais elles restent ponctuelles. 1/5 d'entre vous, c'est pas évident à structurer une démarche.
Le numérique est inscrit dans le projet d'établissement, mais peu mis en œuvre pour 8% d'entre vous. Et une démarche est en cours, mais elle reste à structurer pour un quart des participants. Et il y a 8% de chanceux qui ont une démarche structurée déjà opérationnelle. Alors, les principaux freins, un manque d'équipement, c'est ce qu'on disait, hein, c'est dans les trois raisons les plus importantes. On parlera de ça tout à l'heure. La réticence, alors c'est la réticence qui arrive en premier en fait. Donc, effectivement, c'est difficile de mobiliser les équipes pédagogiques sur ce sujet. Le budget, le manque d'équipement ou de budget en deuxième et en troisième, la difficulté à se projeter concrètement dans les usages pédagogiques. C'est vrai que qu'est-ce que ça veut dire se projeter sur une utilisation du numérique? C'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir qu'est-ce que je peux faire dans mon établissement avec les outils numériques, qu'est-ce que ça veut dire en pratique. Alors justement, enchaînons sur cette question-là. Quand on parle d'outils numériques, d'intégration dans le projet d'établissement, on fixe souvent la question sur choisir des outils. Mais en fait, l'enjeu véritable, il n'est pas sur le choix des outils. Le choix des outils va arriver dans un second temps. Il est vraiment de se dire comment je vais utiliser le numérique pour atteindre des objectifs pédagogiques. Parce que ces outils numériques, ça reste des outils. Ils ne vont jamais se substituer à la démarche pédagogique, à la définition des objectifs pédagogiques qu'on veut atteindre avec les élèves, au contenu pédagogique. Ils ne seront là que pour appuyer, faciliter, aider, diversifier la démarche, mais ils ne pourront pas remplacer la constitution de la démarche. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire quels sont les leviers dont j'ai besoin pour atteindre les objectifs pédagogiques avec les élèves. Et dans ce cas-là, quel outil je positionne en face en connaissance de cause, parce que cet outil il va favoriser l'acquisition de telles compétences, la compréhension de telles notions. Donc c'est pas tellement un choix de savoir quel outil utiliser, mais surtout quoi faire avec en première instance. Alors l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est pas de vous faire de manière exhaustive l'ensemble des possibilités, hein. Ce serait bien trop court comme format et ce n'est pas le but aujourd'hui, mais quelques exemples d'usage pédagogique. En premier lieu, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accompagner le travail personnel des élèves à la maison. C'est-à-dire notamment de pouvoir leur fournir un espace de ressources avec, par exemple, des tutoriels vidéo, des partitions numériques qu'ils pourront utiliser en allant plus loin qu'avec une simple partition papier, des consignes audio, des fichiers audio, tous les éléments relatifs aux cours présentiels qui peuvent les aider à pratiquer plus facilement à la maison avec des choses concrètes. Ça, pour nous, c'est l'usage pédagogique majeur, la possibilité de faire prolonger un peu la présence du professeur et de ce qui s'est passé pendant le cours, mais à la maison. Ça peut être aussi d'intégrer des outils dans le cours de formation musicale pour le rendre plus interactif, et notamment plus interactif dans l'entraînement personnel des élèves là aussi. Avoir des outils qui permettent de travailler son oreille en autonomie, le chant en autonomie quand on est tout seul chez soi, c'est plus motivant que de se retrouver juste derrière un livre qui ne va pas apporter de correction si on lit les exercices en se trompant, par exemple. Mais ça peut être aussi de mettre en place des démarches de création à l'appui des outils numériques qui vont faciliter la création même, notamment avec des élèves qui sont dans leur première année de musique et pour qui l'aspect technique de l'instrument est un petit peu compliqué. Bien entendu, ça peut être de vouloir améliorer le suivi, l'évaluation des élèves en mettant en place des démarches qui vont faciliter la bonne compréhension de ce qu'ils font en autonomie, comment ils progressent, etc. Ça peut être aussi, si vous avez des élèves à besoins particuliers, d'utiliser les outils pour les aider, eux, dans leurs besoins spécifiques. Tous les élèves qui ont des troubles 10, par exemple, utiliser des éléments multimédia, ça facilite énormément les choses plutôt que des consignes écrites. Il y a vraiment tout un ensemble d'usages pédagogiques possibles qui, vous voyez bien, ne sont pas liés à tel ou tel outil, mais qui vont être plutôt liés à la démarche qu'on veut construire. Donc ça, c'est une étape qui est importante. Alors quand on se questionne, quand on est chef d'établissement, on peut avoir tendance à vouloir aller un peu vite sur certains aspects. Et on s'est dit, on va partager avec vous les erreurs fréquentes. Alors on revient sur cette question du matériel.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que vous allez me dire, pour pouvoir faire des choses avec les outils numériques, il faut du matériel. Effectivement, il va falloir du matériel à un moment donné. Il va vous falloir une connexion Wi-Fi, il va vous falloir des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, un mélange de tout ça, ou que des ordinateurs, ou que des tablettes, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Et ça, c'est extrêmement important parce que moi, j'ai vu des conservatoires, j'ai vu des écoles de musique acquérir du matériel parce qu'à un moment donné, il y a une collectivité qui donne une subvention, il y a une opportunité. Mais l'achat ne se fait pas en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on va investir comme ça, bah tiens, on peut acheter 10 PC, on peut acheter 15 tablettes, mais l'usage qui va être fait n'a pas été pensé au départ. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce que vous devez acheter si vous ne savez pas ce que vous voulez faire avec. Ça paraît être une évidence, mais souvent c'est pas pensé dans cette manière-là. Ça veut dire qu'il faut vraiment prendre le temps d'abord de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut mettre en place avec les outils numériques, d'où l'importance d'avoir une bonne connaissance des possibilités. Et en fonction de ce qu'on veut faire, on va déterminer quel est le matériel dont on a besoin. Sinon, le risque, c'est d'investir dans du matériel qui va rester dans des placards ou alors qui va générer beaucoup de frustration auprès de l'équipe parce qu'il ne correspondra pas à ce qui est nécessaire pour mettre en place les démarches pédagogiques qui sont voulues. Il n'y a pas de budget type. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et de l'organisation que vous aurez au niveau pédagogique. Parce qu'on peut démarrer avec très peu de matériel. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir 50 PC, 50 tablettes, etc. Ça dépend ce qu'on fait avec. Ça dépend de comment c'est utilisé dans le cours présentiel notamment, qui l'utilise et comment on s'organise au niveau de la structure. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à faire attention parce que les finances, c'est déjà compliqué. Donc, si effectivement le matériel, est pas adapté, après c'est source de beaucoup de problématiques. La deuxième erreur qu'on voit fréquemment, c'est des directions qui se disent bon les profs, on va leur demander de mettre en place des outils numériques et puis ils vont bien se débrouiller parce que c'est des spécialistes de la pédagogie, donc ils sauront choisir des outils et ils sauront faire. Non, c'est une erreur de penser que cette démarche, elle peut se mener en totale autonomie, juste en passant commande comme ça. Utiliser des outils numériques, intégrer des outils numériques dans sa pratique, ça ne s'improvise pas. La formation des enseignants ne comporte pas à la base cette question de pédagogie avec le numérique. Donc la plupart d'entre eux vont être démunis. Vous aurez peut-être quelques initiatives isolées de professeurs qui se sont formés de leur côté et qui sont très intéressés par le sujet, mais les autres vont soit s'en désintéresser, soit se sentir en difficulté. En tout cas, vous n'aurez pas la dynamique collective qui permet après de développer des usages, notamment des usages partagés au sein de l'établissement. Donc c'est vraiment une démarche qui s'encadre et qui ne peut pas se lancer comme ça. La troisième erreur aussi qu'on voit souvent, c'est les gens nous disent, au sein de la structure, on a testé tel et tel outil et voilà, c'est bon, c'est OK. Non, l'expérimentation et la stratégie, c'est deux choses très différentes. Expérimenter, c'est nécessaire parce que ça permet de se rendre compte entre ce qu'on a imaginé et ce qu'on fait en pratique de comment ça se passe. Comment ça se passe pour soi en tant qu'enseignant, comment ça se passe avec les élèves en pratique et ce que ça produit effectivement comme effet dans la situation de cours, dans la motivation, dans l'évolution des projets et des progrès des élèves. Mais ça ne peut pas rester au stade d'une expérimentation. Une expérimentation, ça se détermine avec un périmètre, avec vraiment un cadre précis, avec une évaluation pour après pouvoir effectivement mettre en place des choses. Donc, il faut avoir une stratégie. Si on expérimente, on doit savoir pourquoi, quand, comment et comment ça s'articule globalement dans cette stratégie. Sinon, vous allez avoir là aussi des initiatives, un projet ponctuel. On va utiliser peut-être tel outil, mais il n'y aura pas une intégration réelle et il n'y aura pas une utilisation véritable dans les pratiques. Ça va être très empirique. Un prof utilisera un peu de ci, un peu de ça par là. Et au final, il n'y aura pas le bénéfice qui est escompté globalement. Et puis la quatrième erreur, alors je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes déjà heurté, mais c'est la question de la gestion du changement. On peut avoir tendance à sous-estimer cette question du changement. En fait, intégrer des outils numériques,
La problématique de la réticence, c'est rarement le numérique en tant que tel, c'est vraiment la question du changement. Les enseignants travaillent, une fois qu'ils sont installés dans le métier, beaucoup par habitude. Et intégrer de nouveaux outils, ça questionne surtout qu'est-ce qu'on fait, comment on articule notre pédagogie, comment on imagine l'intégration de ces outils pour atteindre les objectifs. Ça demande du temps et ça peut être quelque chose qui est perturbant parce que personne n'a envie de changer ses habitudes, surtout si c'est entre guillemets subi, que ça donne l'impression de venir de haut, de la direction, d'un schéma. C'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc, il y a vraiment des précautions à prendre parce qu'il y a des impacts psychologiques au changement et les enseignants sont rarement réticents pour être réticents. C'est souvent plutôt des questions de psychologiques, de comment mon métier va évoluer, est-ce que tout va être remis en question. Il y a des choses à prendre en considération à ce niveau-là, sinon ça va générer de l'incompréhension, des tensions, des blocages et globalement un engagement qui sera assez faible au niveau de l'équipe et de l'établissement. Ça, c'est vraiment les erreurs classiques à éviter. Une démarche comme celle-ci, ça se prépare en toute conscience. Alors, venons-en à la question de la méthodologie pour débuter et réussir la transition numérique de son établissement. Moi, je vous propose une méthode en 5 étapes pour arriver à inscrire et mettre en pratique ce sujet au niveau de votre projet d'établissement. Donc ces 5 étapes, elles se suivent, elles se combinent aussi, notamment au niveau des étapes 3 et 4, parce que c'est des choses où vous allez devoir impliquer votre équipe. On ne peut pas déterminer tout seul qu'on va mettre du numérique comme ça. Première étape qui est vraiment très importante, elle est même, je dirais, déterminante, c'est le fait de réaliser un état des lieux. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre structure? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà des équipements qui sont disponibles? Quel matériel, quel état du matériel, à quoi il peut servir? Est-ce que dans l'équipe, il y a déjà des personnes qui seraient compétentes? Et sur quels aspects du numérique? Est-ce qu'il y a déjà des professeurs qui ont des pratiques installées avec les outils numériques et lesquels? Est-ce qu'il y a des professeurs qui sont en demande, qui souhaiteraient développer des choses justement? Et est-ce qu'il y a des freins qui sont déjà identifiés à différents niveaux? Est-ce qu'il y a des opportunités qui peuvent apparaître aussi? Ça vous donne, on va dire, une photographie de votre établissement au moment où vous avez envie de démarrer une transition numérique. C'est indispensable parce que ça va déterminer tout le reste. Toutes les structures ne font pas les mêmes choses, n'ont pas les mêmes objectifs et ne partent pas de la même base. Si on se dit on fait une formation de 2 jours sur tel sujet sur le numérique et c'est bon, ça ne fonctionnera pas. Votre équipe, vous allez l'accompagner derrière en fonction de ce point de départ qui doit être étudié. C'est vraiment un préalable. La deuxième chose, à partir de là, c'est de définir des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut pour l'établissement par rapport au numérique? Donc, on a le point de départ. Il y a des éléments qui vont émerger, peut-être des envies, des idées, des choses qui sont déjà là. L'idée, c'est d'avoir une première vision pour son établissement. Qu'est-ce qu'on imagine vouloir développer sur l'intervalle d'un projet d'établissement? Qu'est-ce qu'on imagine que ce numérique pourrait être au sein de sa structure? Et de bien clarifier ça, parce que le numérique veut tout et rien dire. Il y a des gens qui entendent administratif, il y a des gens qui entendent communication, il y a le pédagogique, il y a plein d'éléments, il y a l'artistique aussi. Nous, on va être vraiment sur une notion de pédagogique avec notre équipe, c'est à quel niveau de la pédagogie et pour quel objectif on imagine faire rentrer le numérique dans nos pratiques. Et de se donner 2, 3 maximum orientations, objectifs à ce niveau-là. Parce qu'il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, il faut essayer déjà d'imaginer une feuille de route, d'avoir 2 ou 3 directions, 2 ou 3 axes pour derrière pouvoir creuser, approfondir les choses. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais l'étape 1 pourrait être une étape à laquelle vous vous arrêtez aussi si l'état des lieux est extrêmement négatif et qu'il y a des freins structurels énormes.
qui font dire, ce chantier, il faut peut-être se laisser un peu de temps pour réunir des conditions meilleures avant de passer à une étape 2, bien entendu. Là, dans l'idée, c'est on a une photographie de l'établissement et on peut se lancer parce qu'il n'y a rien de critique. L'étape numéro 3, ça va être de commencer à impliquer l'équipe, c'est-à-dire d'être très explicite sur la volonté de l'établissement à intégrer les outils numériques et à commencer à échanger à ce sujet-là pour nourrir une vision qui sera une vision la plus partagée possible. Donc ça, c'est-à-dire de commencer une concertation. Quand on parle de concertation, c'est pas une concertation en mode est-ce que on va utiliser les outils numériques ou pas, c'est une concertation de qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils numériques, à quoi ça peut nous servir, vers où on imagine les positionner. Parce que si vous laissez votre équipe décideuse de je veux le faire ou je veux pas le faire, étant donné que ça va impliquer des efforts, vous aurez certainement une bonne partie des gens qui ne vont pas avoir envie de bouger quoi que ce soit parce que l'effort paraît trop compliqué pour eux. Donc la concertation s'entend sur nous avons un souhait, une volonté de mettre en place cette intégration du numérique et on va échanger dessus pour voir qu'est-ce que ça peut être en pratique. Donc il y a vraiment une notion d'accompagnement de l'équipe. Là aussi, on ne délègue pas ça, on ne les laisse pas réfléchir tout seuls. Et idéalement, s'il y a des enseignants qui peuvent être moteurs, qui ont déjà des connaissances, des compétences et une volonté de s'impliquer, là, ça peut être aussi des éléments qu'on mobilise plus précisément. Statistiquement, dans toutes les équipes, vous avez, on va dire, 10% de personnes très proactives, 10% de personnes vraiment très réticentes et les 80 autres qui attendent d'être mobilisés dans la bonne direction. Donc oui, vous pouvez vous heurter à des réticences de principe, mais en général, si vous mettez en place un travail de concertation et que vous accompagnez cette réflexion, avec le temps nécessaire, les choses se mettent en place. L'étape 4, ça va être la formation. Parce que vous allez, si vous faites un état des lieux de votre structure, vous vous rendrez assez rapidement compte que les compétences sont manquantes. Quand on parle de compétences techniques pour utiliser les outils, mais surtout l'aspect pédagogique de la compétence par rapport au numérique. Nous, la plupart du temps, les enseignants qu'on forme, c'est pas forcément des enseignants qui ne savent rien faire avec des outils numériques sur le plan technique, c'est plutôt des enseignants qui ne savent pas quoi faire dans la pédagogie avec les outils numériques. Donc c'est vraiment sur cet aspect-là qu'il faut insister. Et ce qui est intéressant dans la question de la formation, pour vraiment vous transformer l'essai, c'est d'avoir des temps de formation et des temps d'expérimentation pour que les gens montent en compétences, mais qu'ils expérimentent en parallèle et qu'ils approfondissent ensuite et qu'ils réexpérimentent. Parce que juste se former, c'est bien déjà, c'est une première marche, mais le passage à l'acte est indispensable pour se rendre compte réellement de ce qu'implique l'intégration d'outils et de comment on déroule les démarches pédagogiques qu'on imagine. Il faut le faire. Or, on est dans un secteur où on a un focus très important sur la performance. Souvent, les enseignants sont très fixés là-dessus. Ils veulent que leur cours soit parfait et on peut le comprendre parce que c'est le témoin d'une certaine maîtrise. Mais une phase d'expérimentation, ça passe forcément par des tâtonnements qui sont nécessaires quand on fait rentrer des choses nouvelles dans ces pratiques et qui doivent être des temps qui doivent être compris dans la démarche et des temps où voilà, on n'attend pas des performances ou des réussites totales, mais plutôt une prise de contact avec la réalité de l'utilisation de ces outils. Et puis une fois que vous avez pu réaliser tout ça, la dernière étape, c'est de l'inscrire dans le projet d'établissement en confortant les orientations que vous aviez définies au départ, parce qu'elles vont peut-être aussi évoluer, de les inscrire et d'avoir une feuille de route à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'inscription dans le projet d'établissement, elle ne doit pas précéder la démarche. Et c'est souvent ça qui fait que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on se dit on veut mettre le numérique dans le projet d'établissement et puis advienne que pourra. En fait, cette inscription dedans, elle se prépare parce que du moment qu'elle est inscrite, en fait, vous devez avoir la démarche que vous voulez mettre en place.
vous avez 5 à 6 ans hein, en termes de mandat pour le mettre en œuvre, mais en fait, il y a vraiment une préparation avant. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est la démarche inverse. On dit qu'on le met dans le numérique, dans le projet établissement, et c'est comme si ça engageait les gens, mais en fait, ce n'est qu'une projection qui n'a pas forcément été étayée concrètement. Or, bah voilà, il y a ces étapes qui sont indispensables. Moi, j'ai vu beaucoup d'établissements qui s'adressent à nous et qui nous disent, bah, on a mis le numérique dans le projet d'établissement, mais en fait, il se passe rien. Mais il se passe rien parce que les étapes précédentes n'ont pas été mises en œuvre avant, en fait. Et que, bah, concrètement, les gens ne savent pas quoi faire. Oui, on a dit qu'on voulait du numérique à tel et tel niveau, mais le terrain n'a pas été préparé. Donc, ça reste un vœu pieux qui est inscrit voilà, dans le, comment dire, le texte, mais pas dans la réalité de la pratique. Donc c'est vraiment important d'avoir cette vision progressive et ça montre aussi que c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas comment dire, un chantier qu'on va traiter en 15 jours, quoi. Alors vous vous en doutez, mais des fois on voit des directions aussi qui se disent bon bah allez en un trimestre on aura étudié l'affaire et puis voilà. Non, moi je recommande une année scolaire pour expérimenter avant une inscription dans le projet, et après, c'est encore de l'expérimentation pour que ça rentre vraiment dans les pratiques. Alors maintenant, bah, une fois que tout ça c'est dit, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Moi, je vous pose une question. Si cette année, vous ne faites rien à ce sujet, si vous ne démarrez pas ce chantier ou si vous ne reprenez pas en main ce chantier, eh ben, où sera votre établissement dans 3 ans? C'est une vraie question parce qu'on voit l'entrée dans le schéma national d'orientation pédagogique depuis 2023, le renforcement il y a 2 mois dans la version 2026. On voit le monde qui évolue, l'intelligence artificielle qui est là aussi. Où sera votre établissement dans 3 ans si vous ne faites rien? Le risque, c'est le retard qui sera encore plus accumulé. L'important, c'est de pouvoir prendre le train en marche. Alors, comment avancer concrètement à la suite de ce webinaire? Nous, on a des choses pour vous. En premier lieu, on a un guide qu'on a retravaillé, qui présente, explicite la méthodologie que je vous ai présentée, avec des conseils aussi sur ces différents aspects que vous pourrez avoir à l'issue du webinaire. On vous l'enverra. Ça vous permettra de vous replonger dedans. Il y aura aussi le replay du webinaire qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Mais on peut aussi réaliser pour vous, tout à fait gratuitement, le diagnostic, l'état des lieux dont on parle pour votre structure afin de vous orienter à la suite de ça vers une action ou non. On peut bien sûr vous accompagner sur de la formation. On a des formations au catalogue sur différents aspects. Mais on fait beaucoup de formations sur mesure parce qu'il n'y a pas une structure qui a les mêmes besoins et qui a la même organisation. Donc voilà, on a toujours une notion d'adaptation. Et je vous présente en avant-première une nouvelle formation qui est vraiment, on ne l'a jamais donnée, je l'ai conçue spécifiquement pour accompagner les chefs d'établissement qui veulent mettre en place ce chantier dans leur établissement. Cette formation s'appelle Préparer la transition numérique de son établissement. Concrètement, on passe 4 matinées en ligne à préparer tout ce terrain, à acquérir les éléments de compréhension indispensables autour du numérique et notamment qu'est-ce qu'on peut faire avec dans son établissement, à acquérir la méthodologie pour réaliser le diagnostic, définir la stratégie et construire le plan d'action. Donc c'est une formation où il y a attention que 6 places, parce que c'est pour 6 chefs d'établissement qui veulent traiter ce sujet à court terme et qui sont motivés. Et elle a lieu les 4, 5, 8, 9 juin prochain en ligne, donc où que vous soyez en France, vous pouvez y participer. Et ça peut être pour vous l'élan en étant accompagné pour, par exemple, en septembre prochain, vous dire, ce sujet, je le débute avec mon équipe cette année parce que j'ai réuni les éléments qui étaient nécessaires et j'ai préparé l'action et je ne suis pas tout seul et pas armé pour faire ça parce que c'est un sujet qui est difficile à traiter. Voilà tout ce qu'on peut vous proposer.
Donc moi, je voulais vous demander, avant de laisser place aux questions, eh bien, quelle serait la suite pour vous, la prochaine étape à l'issue de ce webinaire avec un deuxième petit sondage, hop, que je vais vous envoyer maintenant si Zoom le veut bien. Et voilà, je vous laisse répondre et puis après, on passera un temps de questions sur ce sujet. Et en fonction des réponses que vous aurez apportées, on vous enverra les éléments concernant ce que vous aurez mentionné. J'en profite pour vous dire, si vous ne le savez pas, qu'on a aussi énormément de ressources accessibles sur notre site internet. Il y a une page ressources, des ressources pour les chefs d'établissement, des ressources pour les enseignants, avec des guides comme le guide dont je vous parlais tout à l'heure, qui est dédié au numérique pour l'intégration du numérique dans le projet d'établissement. Il y a sur notre site des articles thématiques sur différents aspects du numérique aussi, les choses qui touchent à la FM, les choses qui touchent plus à la création, le choix des outils quand on en est là. Il y a des témoignages aussi de stagiaires, d'anciens stagiaires, de chefs d'établissement. Il y a pas mal de ressources qui peuvent nourrir votre vision aussi du numérique et vous aider à effectivement mieux appréhender le sujet. Alors, je vois que vous avez tous répondu. Je vous remercie pour vos réponses. Comme je vous disais, en fonction de vos différentes réponses, on vous enverra le guide et tout ça. Bien entendu, les informations dont vous avez besoin. Hop, voilà. Eh bien, maintenant que j'ai été très bavarde, je vais laisser la place aux questions. Je vois qu'il y a des choses dans le chat aussi. On va regarder tout ça. Je vous remercie pour votre présence. Je vais arrêter le partage et puis on va passer aux questions et réouvrir vos micros. Hop, et je vais arrêter aussi l'enregistrement.